Nous attaquons maintenant le premier module du chapitre 1 consacré aux états de la matière. Nous allons voir au cours de ce module essentiellement les trois états de la matière, gaz, solide, liquide. Pour un corps simple, il est usuel de considérer trois états de la matière. Donc le premier état de la matière, c'est l'état solide qui correspond à un matériau à faible température. À l'échelle moléculaire, on aura un arrangement régulier des atomes ou des molécules. L'état liquide va correspondre à un matériau à faible température et à pression élevée, où on va commencer à avoir un désordre local, une agitation des molécules ou des atomes. L'état gazeux, troisième état, correspond à un matériau à température élevée et à pression faible, et à l'échelle moléculaire, on va observer une grande agitation des molécules ou des atomes. À l'aide du petit film suivant, on va pouvoir représenter ce qui se passe à l'échelle moléculaire. Donc pour cela, j'ai une table vibrante, j'ai placé quelques balles de ping-pong qui représentent mes atomes ou mes molécules. Donc lorsque la vibration est relativement faible, donc j'ai une agitation thermique relativement faible, on voit qu'on a un réseau cristallin de particules et que si j'essaye d'en déplacer une, elle reste à la même place. On a ici une réponse solide. Si maintenant j'augmente la vitesse d'agitation des particules, donc si j'augmente les vibrations, on va avoir une agitation ici plus significative. Et lorsque je vais essayer de mettre en mouvement une particule, on va voir que c'est beaucoup plus facile. On aura ici quelque chose qui est représentatif de l'état liquide. Le troisième état va être observé lorsqu'on va augmenter la vibration de la table. Dans ce cas-là, on va augmenter l'agitation thermique et on va avoir de plus en plus de collisions entre particules. Les particules vont également avoir tendance à occuper tout l'espace qui s'offre. Donc ici, on fait à sortir de l'espace de la table vibrante. On a ici typiquement affaire à quelque chose qui représente, qui conceptualise l'état d'un gaz. Pour comprendre ce qui se passe, on va regarder une petite simulation numérique. Donc dans un petit volume, j'ai des molécules qui interagissent par collision. Je vais regarder ce qui se passe lorsque, par exemple, j'augmente la température. Dans ce cas-là, j'augmente le nombre de collisions entre particules et le mur. Si maintenant je diminue la température et que je m'approche du zéro absolu, c'est-à-dire la température égale à moins 273 degrés Celsius ou 0 Kelvin, à ce moment-là, j'ai de moins en moins de collisions entre particules. La petite animation que l'on vient de voir va nous permettre maintenant de préciser ce qu'on appelle vitesse d'agitation des particules. Alors pour ce faire, on va décomposer la vitesse de la particule en une vitesse moyenne et une fluctuation de vitesse. Donc on introduit ici la moyenne ou l'opérateur moyenne, ici entre crochets ou ici avec une barre, qui est donc une moyenne, par exemple la moyenne au cours du temps de la vitesse. Donc par définition, la moyenne ici de la fluctuation de vitesse est égale à 0. Alors ce qui va m'intéresser, c'est de calculer ici le carré de la vitesse instantanée ou appelée encore la vitesse quadratique. Donc pour ce faire, il suffit que je prenne le produit scalaire de U par lui-même, que je développe, et j'obtiens la relation suivante. Alors en me servant donc de cette propriété-là, je vais pouvoir simplifier ce développement, puisque ici le produit de U multiplié donc scalaire la moyenne de fluctuation de vitesse est égal à 0. Donc je me retrouve avec le résultat suivant, c'est que la moyenne du carré de la vitesse instantanée est égale au carré de la vitesse moyenne plus la moyenne de la fluctuation au carré. Alors ici, la moyenne de la fluctuation de vitesse est égale à 0, mais ici, puisqu'on élève au carré, la vitesse fluctuante moyenne sera non nulle. Elle va jouer un grand rôle, et pour cette raison, on lui donne un nom, on va l'appeler donc vitesse d'agitation, ou encore, typiquement lorsque la vitesse moyenne est nulle, donc lorsque le gaz est au repos, on parlera directement de vitesse quadratique moyenne. La seconde notion importante est la notion de pression.
Alors la théorie cinétique montre que l'on peut définir la pression, donc une force par une unité de surface, et qu'on peut la relier à la vitesse d'agitation des particules, ici V élevé à la puissance 2, à la masse des particules et au nombre de molécules. On a ici un facteur 1/3. Donc ce qu'on peut montrer, c'est que lorsqu'on a par exemple un mur, on va avoir agitation des particules, donc collision entre particules. Ces particules vont également entrer en collision avec le mur, et cet échange de quantité de mouvement qui est incessant va créer une force par unité de surface qui prend cette forme-là. Je vais maintenant me servir d'une petite simulation numérique pour illustrer cette notion de pression. Alors, je vais considérer un certain volume dans lequel j'ai un certain nombre d'atomes. Et je vais pouvoir modifier leur vitesse et leur nombre. Par exemple, si j'augmente le nombre d'atomes dans ce volume, j'augmente donc n et je vais donc augmenter la pression. Si j'augmente maintenant la vitesse d'agitation, donc la température, je vais également augmenter la pression. Si maintenant je diminue le volume, je vais en fait augmenter le nombre de molécules par unité de volume, et là encore, j'augmente la pression. Donc cette simulation relativement simple permet de montrer comment la pression, qui sera également une mesure macroscopique, est reliée à l'échelle moléculaire avec l'agitation des particules. Alors, on a fait jusqu'à présent un peu de théorie cinétique pour avoir une idée conceptuelle, une idée théorique de ce que c'est qu'un gaz à l'échelle moléculaire. Maintenant, on va essayer d'avoir des éléments plus factuels tirés des observations expérimentales. Alors, les premiers résultats expérimentaux sont dus à un Anglais qui s'appelait Robert Boyle en 1662. Et ce que observe Boyle, c'est que le produit entre la pression et le volume est une constante. Alors, ce résultat sera obtenu indépendamment quelques années après par Edme Mariotte en 1676. Quelques années encore après, Guillaume Amonton, refaisant le même genre d'expérience, montre que cette loi PV égale constante n'est valable que si la température reste constante. Juste avant la Révolution française, Jacques Charles obtient ce qu'on appelle la loi des volumes. Et cette loi énonce que le rapport entre pression et température est une fonction unique du volume. Joseph Gay-Lussac, durant le Premier Empire, obtient la loi des pressions, donc qui est une variante de la loi des volumes, et qui énonce simplement que le rapport volume sur température est une fonction de la pression. Enfin, on doit à Avogadro le résultat suivant, c'est que le volume d'un gaz est proportionnel au nombre de particules par unité de volume, donc n, et cela à une température et à une pression donnée. Si maintenant donc j'essaye d'avoir une synthèse de tous ces résultats-là, j'obtiens la relation suivante, c'est PV sur NT qui doit être égal à une constante. On va voir que cette constante, c'est la constante des gaz parfaits. Faisons maintenant une synthèse de ces résultats. Alors, on a tout d'abord montré, à l'aide de la théorie cinétique, qu'à l'échelle moléculaire, on pouvait définir la pression comme étant le produit du nombre de molécules ou nombre de particules par volume, leur masse, et multiplié par la vitesse d'agitation au carré. À l'échelle macroscopique, on s'est servi de résultats d'observation expérimentale et on a obtenu que le produit entre la pression et la vitesse était relié à la température, au nombre de moles, c'est-à-dire au nombre de molécules divisé par le nombre d'Avogadro, et une constante était apparue qu'on appelait constante des gaz parfaits. Alors, on introduit également la constante de Boltzmann et on peut relier la constante des gaz parfaits à la constante de Boltzmann et au nombre d'Avogadro. Nous sommes maintenant en mesure de faire le lien entre la pression définie à l'échelle microscopique et la pression définie à l'échelle macroscopique. À l'échelle microscopique ou échelle moléculaire, la théorie cinétique nous a permis de montrer que la pression était reliée à la masse des molécules, à leur nombre par unité de volume et au carré de la vitesse d'agitation. Les observations expérimentales ont permis d'aboutir à la loi des gaz parfaits qui énonce que le produit pression-volume était égal à la température multipliée par la constante des gaz parfaits multipliée par le nombre de moles. Si maintenant j'égale les deux expressions pour la pression à l'échelle macroscopique et à l'échelle microscopique, j'obtiens l'égalité suivante.
ce qui, par élimination, me permet de calculer la vitesse d'agitation en fonction de la température. Donc, cette relation-là nous permet de faire un lien entre ce qui se passe à l'échelle macroscopique et à l'échelle microscopique. La température est une grandeur macroscopique, et on voit que plus on augmente la température, plus la vitesse d'agitation à l'échelle moléculaire est grande. Inversement, si la température diminue, la vitesse d'agitation des particules diminue à l'échelle moléculaire. Pour se fixer des ordres de grandeur, nous allons considérer une application numérique. On va prendre un gaz, par exemple de l'azote, dont la masse molaire est de 14 grammes par mol. Alors normalement c'est un gaz diatomique, mais je vais ici le traiter comme étant un gaz simple. On travaille également à pression atmosphérique et à température ordinaire, c'est-à-dire à une température de 20 degrés Celsius ou bien encore 293 Kelvin. Le nombre d'atomes par unité de volume, dans ce cas-là, est donné par la loi des gaz parfaits. On trouve ainsi que N est de l'ordre de grandeur de 10 puissance 25 atomes, en fait molécules d'azote, par mètre cube. Si maintenant on se sert de la relation précédente qui reliait vitesse d'agitation à température, on trouve ainsi que même si le gaz est au repos, la vitesse d'agitation des molécules est de l'ordre de 720 mètres par seconde, donc une vitesse qui est extrêmement importante. Nous abordons maintenant le dernier point concernant les propriétés physiques des corps simples, c'est la notion de changement d'état. Donc pour ça, je vais travailler dans un espace à 3 dimensions avec la pression, le volume et la température. Dans cet espace, les liquides vont occuper une certaine partie, les gaz vont en occuper une autre et les solides vont occuper également une certaine partie. Et on a des espaces de transition où on peut avoir donc ici par exemple à la fois du solide et du liquide ou bien ici du solide et du gaz. Alors pour comprendre un peu mieux ce qui se passe, on va travailler à température constante et on va regarder ce qui se passe lorsqu'on change la pression ou le volume. Donc ça revient à faire en fait une coupe ici en prenant une température constante. Pour donner un exemple de ce qui se passe, je vais encore une fois m'aider d'une simulation numérique. Donc je travaille à température constante dans un espace où j'ai pression et volume qui peuvent varier. C'est typiquement ce qui peut se faire par exemple lorsque je travaille dans un espace confiné avec un piston qui permet de faire varier le volume et la pression. Donc, si je suis dans un volume qui est relativement large, je vais avoir une pression relativement faible et l'espace va être occupé par un gaz. Si maintenant je passe une certaine phase critique, j'obtiens du liquide, on voit que le liquide va occuper qu'une partie, le fond en fait, du piston. Si j'augmente et je reste en fait dans la partie gazeuse ici, je n'ai que du gaz. Je me rapproche de la partie critique. Dès que je franchis la courbe critique, j'ai du liquide qui apparaît. Donc là, on a un système à deux phases, gaz et liquide. Et si je passe au-dessus de ma courbe critique, de nouveau, je n'ai un système composé que de gaz. Nous voilà arrivés au terme de ce premier module où nous avons vu les propriétés physiques essentielles des gaz. On a vu d'une part donc, la théorie cinétique des gaz qui permet d'expliquer à l'échelle moléculaire l'agitation des particules et de relier la pression à l'agitation. On a vu également à l'échelle macroscopique la loi des gaz parfaits, et quand on fait le lien entre la description théorique à l'échelle microscopique et la vision expérimentale à l'échelle macroscopique, on peut relier température et vitesse d'agitation. On a également vu, à titre culturel, la notion de changement de phase. Au cours du prochain module, on va voir d'autres propriétés, entre autres la notion de viscosité.